On va aborder un sujet clé, celui de la finance. Comment la finance peut-elle se mobiliser au service de la transition écologique et au service des objectifs fixés par les ODD? Comment la finance peut-elle être durable? Comment la finance peut-elle être impactante? Pour en parler, je vous demande d'accueillir Alexandre Holroyd. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 3e circonscription des Français établis hors de France, Europe du Nord, et membre de la commission finances de l'Assemblée nationale. Cédric Merle, qui est à distance. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes député de la 3e circonscription des Français. Cédric Merle, vous avez un petit décalage dans le son. Vous êtes expert finance durable chez Natixis. Et Nathalie Layani, directrice de la politique durable dans le groupe Caisse des dépôts. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors on va commencer avec vous Alexandre Holroyd. Vous avez remis un rapport « Choisir une finance verte au service de l'accord de Paris » au gouvernement en juillet dernier. Comment voyez-vous l'avenir de la finance durable? Comment peut-elle également soutenir la trajectoire des ODD, fixée par les ODD? Alors écoutez, la première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec le principe, le postulat que vous postez. Je ne pense pas qu'il y a un avenir de la finance durable. Je pense que l'avenir de la finance, c'est la finance durable. Il y a une distinction importante à faire entre les deux. La raison pour laquelle le Premier ministre m'a demandé de me pencher sur la question de la finance verte, c'est parce qu'il partage cette conviction, à savoir que la finance de demain va devoir se poser des questions au-delà des deux variables qui ont été les sous-jacents de notre finance d'aujourd'hui. Si on pense à la finance aujourd'hui, en gros, elle répond à deux impératifs. C'est un impératif de risque et un impératif de retour. Alors évidemment, institutions financières particulières mises à part, ou l'État, comme la Caisse des dépôts, où l'État a un rôle particulier. Mais grosso modo, c'est si je prête de l'argent, si j'achète une action, est-ce qu'il y a un risque? Et en face de ce risque, quel est le retour? Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que dans le monde qui se dessine, il va avoir des éléments en plus supplémentaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer le concept de risque ou le concept de retour, mais on va ajouter des éléments supplémentaires. Par exemple, quel est l'impact climatique de mes investissements? Et c'est ce travail-là que j'ai mené pour le Premier ministre pendant 6 mois, pour essayer de proposer une série de recommandations pour faire avancer ça plus vite. Parce que c'est un enjeu vital de compétitivité, et c'est un enjeu essentiel si on veut réussir la transition écologique. Et on sait que la France a toujours été pionnière dans la finance durable. Quel rôle peut jouer la France dans les années à venir? Justement, enfin, au moins dans la décennie à venir. Alors, la France a été absolument pionnière. Il y a d'autres places principales en Europe qui sont aussi un peu à l'avant-garde de ce sujet-là. La question aujourd'hui qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe d'une période dans laquelle il y a une augmentation exponentielle de la finance durable et particulièrement de la finance verte, mais qui reste toute petite par rapport à l'intégralité du secteur financier, à une période où ces outils sont massifiés dans leur utilisation, c'est-à-dire où il y a une transition du secteur financier dans son ensemble vers des objectifs de finance durable. L'endroit où il y a le plus de maturité, à mon avis, c'est la donnée carbone, c'est la finance climat, où je pense qu'il y a une maturité scientifique et une maturité de marché, qui veut dire qu'on peut avancer très vite, beaucoup plus vite, et de façon beaucoup plus ambitieuse. Il y a toute une série de problèmes qu'on va évoquer plus tard et de questions qui se posent pour réussir ce passage-là. Mais la France, depuis une dizaine d'années, a été à l'avant-garde de réussir et d'essayer de répondre à toutes les questions qui se posent pour arriver à cette finalité. Les problèmes, on peut peut-être les aborder maintenant. Il y a des freins à lever. Quels sont-ils et comment on pourrait arriver à les dépasser durablement? Alors, il y a beaucoup de freins à lever. Ce qu'il faut penser, la façon dont moi je le représente, c'est qu'il faut voir ce que c'est qu'un euro dans le secteur financier. À l'origine, c'est un euro d'un épargnant quelque part, qui rentre, qui est déposé quelque part. Puis après, à travers toute une série d'institutions, il est agrégé, puis investi. Et au final, cette épargne, ces euros, disons, ces 100 euros d'épargne, ils vont aller financer ici une ligne de chemin de fer au Mexique, là un plan d'endettement d'un État en Argentine, ici un plan de relance en Europe. Enfin, ils vont aller alimenter, irriguer l'économie du monde entier. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quels sont tous les freins pour s'assurer que l'utilisation finale faite de l'euro correspond à ce que l'épargnant veut. Et du coup, il y a des enjeux de normalisation, c'est-à-dire qu'on parle tous la même langue. Vous pouvez dire je veux repeindre ma porte en verre, mais si vous n'êtes pas d'accord sur quel verre, vous allez avoir un résultat qui peut être problématique. Donc il y a des enjeux de normalisation, c'est des enjeux de lisibilité. Il y a un enjeu de crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient confiance dans ce système de quantification. Et ça, c'est un grand enjeu de transparence, savoir comment les gens calculent ça et comment est-ce qu'on arrive à un résultat de définir ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, et ainsi de suite. Et il y a cet enjeu de massification, c'est-à-dire de créer des outils pour que des immenses acteurs financiers puissent mettre en œuvre pour tout leur portfolio ce genre d'outils. Et ces trois challenges, c'est ce qu'on essaie de faire avancer à la fois à niveau français et puis beaucoup à niveau européen, parce que l'échelle européenne ici est très importante. Et je me tourne du coup, merci Alexandre Holroyd, je me tourne vers Cédric Merle.
Cédric Merle, vous nous entendez? Oui, donc je le rappelle, vous êtes expert de la finance durable chez Natixis. Alors vous, en gros, vous allez nous dire que la finance durable, c'est pas forcément que du lointain, ça peut être vraiment du très concret. Vous avez par exemple créé un indice avec Euronext. En gros, ce sont juste de nouvelles possibilités d'investissement pour les citoyens, pour tous les citoyens, et c'est directement dans les banques de détail, c'est bien ça? Oui, absolument. On a créé donc l'indice Euronext Water et Océan qui contribue à 2 ODD, donc l'ODD numéro 6 sur l'eau et l'ODD sur la biodiversité marine, l'ODD 14. Et en fait, c'est un produit d'épargne qui est distribué dans les réseaux des banques populaires et caisses d'épargne. Donc c'est une offre assez innovante. On a choisi la thématique de l'eau au sein des ODD parce que elle suscite à la fois de l'intérêt, mais aussi des préoccupations auprès des citoyens épargnants. Et donc c'est un produit d'épargne, c'est une sélection d'actions, d'entreprises que nous avons sélectionnées pour leur contribution aux ODD à partir d'une batterie d'indicateurs mesurant leur performance en termes de sobriété dans l'utilisation de la ressource en eau, de production de polluants, donc de réduction de polluants, mais aussi par exemple d'efforts qu'elles peuvent effectuer en termes d'emballage. On connaît les conséquences de la pollution plastique. Donc à partir de cette méthodologie réalisée avec Euronext, on a créé ce produit d'épargne qui suscite un vrai enthousiasme et qui permet donc aux citoyens épargnants de contribuer au financement de l'atteinte des ODD sur des thématiques particulières. Alors là, c'est une illustration effectivement très, très, très concrète dans la banque de tous les jours, la banque de réseau. Mais vous accompagnez aussi chez Natixis des États émergents dans l'émission de dette dont les fonds sont utilisés pour être au service des ODD, c'est bien ça? Absolument. Alors c'est en lien avec ce que Monsieur le député expliquait précédemment. Il y a une logique de transparence et d'affectation des fonds, et on accompagne des États, des régions dans leur programme d'émission ODD, notamment le Mexique, donc le gouvernement fédéral du Mexique, qu'on a accompagné dans l'élaboration de son cadre d'émission Agenda 2030. Et ils ont effectué une première émission il y a quelques jours de 750 millions d'euros. Donc qui a été vraiment apprécié par les investisseurs. Et l'engagement pris par le gouvernement du Mexique, c'est d'utiliser ces fonds pour des programmes budgétaires contribuant à l'atteinte de la feuille de route Agenda 2030 du Mexique. Donc c'est une information qu'on transmet aux investisseurs sur qu'est-ce qui est financé. Donc des cliniques, des écoles, des bourses alimentaires. Mais on a voulu ajouter la question du où. Et les fonds ne seront utilisés que pour des programmes dans les zones les plus en retard, les plus défavorisées du Mexique, notamment dans le sud du Mexique. Donc on a utilisé des outils statistiques pour avoir un ciblage maximal en termes d'impact et de bénéficiaires finaux de ces programmes du Mexique. Donc c'est quelque chose dont on est assez fier, auquel a été associé le PNUD et qui a suscité auprès des investisseurs institutionnels, donc de fonds de pension, d'assureurs, un grand intérêt. Donc c'est une manière de faire de la finance ODD en passant au crible le budget d'un État et analyser ces politiques publiques, ces programmes qui ont l'impact positif le plus important sur ce qu'on peut appeler le comblement de ces fossés ODD d'ici à 2030. Merci Cédric Merle, vous restez avec nous et là on l'a bien vu, effectivement la finance durable c'est pas que du très lointain ou du très techno, c'est aussi du très pragmatique finalement, du très concret. Je me tourne vers vous Nathalie Layani. Il y a un an, la stratégie de développement de la Caisse des dépôts a évolué avec la signature de la charte des investisseurs DD. Est-ce qu'on peut tirer quelques enseignements, on peut faire un bilan un an après déjà? Comment ça se passe? Oui, merci Éloi. En fait, j'étais venue ici il y a un an tout juste présenter la stratégie ODD du groupe Caisse des dépôts, puisque nous avons choisi en effet d'intégrer dans toutes nos matrices de financement, dans notre stratégie, l'ensemble des objectifs du développement durable. En fait, on a fait un travail de priorisation, c'est ce que je vous expliquais l'année dernière, et puis eh bien, on s'est doté d'indicateurs pour vraiment faire en sorte que les financements que distribue la Caisse des dépôts qui gère l'épargne des Français, ça a été rappelé par le député Holroyd, soit vraiment orienté vers l'atteinte de ces objectifs.
Évidemment, depuis un an, la crise sanitaire est passée par là. Et je dirais qu'on a été assez rassurés de savoir qu'on avait cette stratégie, qu'on avait commencé à intégrer dans notre pilotage stratégique ces éléments, parce qu'on voit bien avec cette crise à quel point un développement économique qui n'intègre pas l'ensemble de ces dimensions, qu'elles soient environnementales, sociales ou de développement économique, eh bien, est un développement économique qui peut aller dans le mur et qui peut manquer de résilience face à des chocs tels que celui que nous vivons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis un an et est-ce que cette stratégie ODD a eu un impact concret ? D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a révisé au regard de la crise sanitaire. On a relevé l'importance des ODD, biodiversité, santé, bien-être, puisque c'est aussi ce qu'a révélé cette crise, l'importance de ces objectifs-là. Et puis surtout, on a fait en sorte de se fixer des indicateurs, des cibles qui soient vraiment impactantes. En fait, une stratégie ODD qui marche bien, d'abord, c'est pas une stratégie qui intègre les 17 ODD, les 169 indicateurs de façon un peu bête et méchante. Je pense que c'est vraiment une stratégie qui les intègre en fonction de la spécificité de l'activité de l'institution concernée. Et nous, on a vraiment, enfin c'est ce qu'on essaye de faire encore, essayer de se doter d'indicateurs au regard des objectifs nationaux de la stratégie nationale ODD. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de ces ODD, c'est vraiment de faire en sorte qu'on vive dans un monde soutenable d'ici 20 ans. Enfin, un peu moins même. 10 ans même. 10 ans même. Et donc, on n'a pas le temps d'attendre. Et surtout, il peut y avoir une tendance à faire un peu d'ODD washing, à se dire, ben voilà, mon activité coche toute une série d'ODD et donc ça suffit. Donc nous, on l'a vraiment intégré dans notre pilotage stratégique, on l'a intégré dans notre reporting et je vous invite à regarder notre rapport d'activité qui vraiment, sur le volet économique, sur le volet social, sur le volet environnemental, chiffres à l'appui, montre comment nous avons augmenté nos impacts positifs en matière d'efficacité énergétique de logement, par exemple. On montre qu'on a financé la rénovation de 556 000 logements. Comment, sur le volet social aussi, nous avons augmenté nos impacts positifs, réduit nos impacts négatifs, etc., etc. Je ne vais pas vous faire le détail. Non, on peut aller sur le site, chiffres. effectivement, voilà. la Caisse des dépôts. Et je pense que la question qu'on peut se poser aussi, c'est pour un acteur financier comme la Caisse des dépôts, dans quelle mesure intégrer ces ODD, ça permet de vraiment sélectionner les projets. En gros, est-ce qu'on a exclu des projets qui ne respectaient pas les ODD ? Oui, est-ce que c'est vraiment une grille de lecture pour Voilà. Et c'est là qu'on touche du doigt quand même un des écueils possibles. C'est-à-dire que quand vous devez décider de financer un projet ou non, c'est vrai que intégrer la matrice des ODD et se dire bon bah je regarde quel est l'impact en termes du nombre d'emplois créés ou maintenus, en termes d'impact carbone, en termes même de gouvernance, d'intégration des parties prenantes, etc. C'est des choses qu'on faisait déjà avec les matrices ESG. Mais parfois, on est face à des projets qui ont un impact environnemental fort ou un impact social fort, mais pour lequel, eh bien, l'inverse n'est pas vrai. Oui. On peut construire des éoliennes, avoir un impact environnemental très fort, mais avoir un impact sur la biodiversité ou construire des infrastructures qui désenclavent certains territoires, qui créent des emplois, mais qui sont très émetteurs en termes de CO2. Donc, cette matrice nous a permis justement de vraiment screener l'ensemble de ces impacts et de mieux sélectionner les projets. Mais je dirais que la difficulté auquel les investisseurs sont confrontés, c'est vraiment, finalement, de remettre de la priorité là où on pourrait diluer les priorités en intégrant les ODD. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, oui. Mais voilà, il y a ce risque-là et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue quelles sont les priorités stratégiques et politiques. On a besoin de rénover plus de 150 000 logements par an en France. Il faut se donner les moyens de le faire. Voilà. Et donc, il ne faut pas perdre de vue, d'un point de vue environnemental, quelles sont les urgences. Et sur le volet social, les enjeux sont différents. Mais quand on essaye de tout mélanger, on peut aussi perdre de vue l'objectif. J'ai une question. Alors, c'est une question courte, mais qui, normalement, vous demanderait des réponses très longues. Mais nous n'avons pas ce temps de la réponse très longue. Je sais, le monde est complexe et il faut prendre le temps. Une question pour vous trois. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'impact de ces financements ? C'est quand même important. Qui veut répondre ? Qui veut commencer ? Alors des réponses courtes, s'il vous plaît. Nathalie Layani. Bon, nous, je vous l'ai dit, on s'en assure justement en faisant un reporting serré. La loi maintenant oblige les investisseurs institutionnels à intégrer les risques climatiques, bientôt les risques en termes de biodiversité.
bon, on pourrait étendre le sujet à l'ensemble des enjeux de développement durable. En tout cas, nous, on le fait au travail d'un reporting serré. Ensuite, nous le faisons aussi en intégrant les objectifs du développement durable prioritaires pour nous dans des grilles de cotation de projets. Très concrètement, pardon, c'est un peu jargonneux, mais... Vous avez votre propre grille tirée des ODD, en gros. Notre banque des territoires qui finance sur le terrain les projets d'intérêt général des collectivités locales, désormais, regarde et associe une note à chacun des objectifs du développement durable prioritaire que nous sommes fixés. Et donc, très concrètement, on regarde l'impact en termes d'émissions de CO2, l'impact en termes d'emplois créés et selon les spécificités du secteur, d'autres impacts qui sont liés au bien-être des populations, etc. Et si la note n'est pas bonne, on ne choisit pas le projet. J'imagine. Alexandre Loy. Alors, je pense que c'est très difficile. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a deux impératifs. Il y en a un que j'ai déjà mentionné et je pense qu'il est essentiel, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un épargnant et que vous voulez savoir comment utiliser votre épargne, et si vous êtes un épargnant qui veut que son épargne soit utilisée pour réduire les émissions de CO2 dans cette planète, c'est très, 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 très difficile de comprendre précisément si c'est le cas. Donc la première chose, c'est véritablement une transparence totale dans le marché, comme il existe une transparence pour la donnée financière. Donc, dans la donnée financière, vous savez quels sont les revenus et les dépenses, et le taux d'endettement d'une entreprise à côté, etc. Pour la donnée non financière, particulièrement vos données carbone, ça doit être la même chose. Ce qui veut dire que tout le monde peut aller se pencher sur quel est l'impact d'une entreprise ou d'une nation financière, etc. Donc ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est ce que je dirais pour tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui pendant ces dernières heures, c'est qu'il ne faut surtout pas penser que c'est une solution unique. Et on peut verdir le système financier que si on verdit en même temps l'économie. Il y a une relation entre les deux. Donc, il faut absolument pousser sur tous les éléments que j'ai évoqués. Il faut en même temps pousser de l'autre côté pour que l'économie se verdisse, qui crée des appels ou un appel d'air pour du financement vert ou du financement de transition. Et cette dualité-là, il faut surtout la poursuivre et pas penser qu'en essayant de résoudre une question, on va forcément résoudre la deuxième. L'approche systémique, toujours. Cédric Merle, vous, à la question comment s'assurer de l'impact de ces financements, c'est quoi vos pistes? C'est absolument, vous m'entendez? Ouais, c'est absolument fondamental parce que les instruments de finance durable dont on a parlé précédemment, des SDG bonds, des green bonds, ils proposent aux investisseurs ils formulent une promesse de contribution à la lutte contre le changement climatique, et donc on a une sorte de présomption d'impact, en disant ben voilà, en utilisant des fonds pour construire telles infrastructures, dans tel projet, on a bon espoir, on espère contribuer à. Mais ensuite, une fois que ces fonds ont été utilisés, il faut absolument fournir aux investisseurs ce qu'on appelle un rapport d'impact. Ça passe par des indicateurs. Alors, il faut les utiliser intelligemment. Et les indicateurs, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Est-ce qu'ils viennent nous renseigner sur des besoins, sur des retards, et donc prioriser, ce dont on a parlé précédemment? Ou plutôt, est-ce qu'ils vont venir nous informer sur une amélioration, un gain par rapport à une situation antérieure? Et dans le cas de ce gain, est-ce qu'il est attribuable à l'entreprise en question ou à l'État en question? Donc là aussi, en termes d'attribution, de revendication d'impact, il faut à la fois être humble et transparent. On parle beaucoup d'indicateurs, mais ce qui est fondamental, c'est d'expliquer leur méthodologie, leur périmètre de calcul. Donc ça, c'est des informations qui sont précises, qui permettent vraiment de savoir ce dont on parle et d'être en mesure d'évaluer les bénéfices tangibles de tous ces produits. Donc c'est vraiment une notion essentielle qu'il faut appréhender avec rigueur. Et de nouveau, la transparence, la robustesse des méthodologies, c'est vraiment quelque chose d'important. Et comme preuve de l'importance de l'impact, on a vu apparaître des nouveaux instruments qu'on appelle des instruments basés sur la performance, donc des KPI Linked Instruments. Et finalement, c'est l'atteinte de résultats. Donc, par exemple, réduire mes émissions de CO2 de tel pourcentage, réduire ma consommation d'eau de tel pourcentage, qui va venir, activer des paramètres de l'instrument financier. Donc finalement, c'est plus une information entre guillemets
supplémentaire, ou c'est plus la cerise sur le gâteau, ça devient vraiment intégré à l'instrument. Et donc ça, on passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Donc ça montre vraiment l'importance de ces instruments et le souhait de tous les acteurs de mesurer de manière tangible les résultats concrets de tous ces instruments pour éviter le greenwashing, le SDG washing et tous ces écueils. Ouais. Merci Cédric Merle. Merci beaucoup pour ces éclairages. En peu de temps, c'est toujours une gageure. Merci à tous.